Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way, the Lord. Rubrique invité donc, voilà, on poursuit. Ce matin, nous recevons en plateau Aboubakry Sow, directeur général de la SAED. Et déjà, sur notre page Facebook, il y a beaucoup de commentaires qui vous sont destinés. Djibirou Thiam nous regarde ce matin et il nous dit « Bonjour Kenkeliba, vraiment aujourd'hui, vous avez un invité exceptionnel, un homme exceptionnel, notre maire préféré. » Voilà. Merci de nous choisir et surtout restez avec nous pour suivre l'entretien avec Alioune Badara Kane. Ok, merci beaucoup Sarah. Donc je reviens encore un peu sur la présentation de notre invité, un produit, on peut le dire vraiment de la SAED, parce que depuis 1994, il est dans cette grande organisation, en tout cas dans cette grande société qui s'occupe donc de l'aménagement du delta du fleuve Sénégal. Donc chef d'études du génie rural, ça c'était en 1994, chef de projet à Podor, ça c'est en 1998-2004, ingénieur délégué à la SAED, 2014 directeur des aménagements des infrastructures hydro-agricole, en 2017 conseiller technique en aménagement, 2019 directeur général adjoint et aujourd'hui directeur général. Donc en vérité, voilà, la SAED n'a aucun secret pour lui. Oui. Alors DG, merci de nous avoir fait l'honneur d'être sur ce plateau parce que hier vous étiez donc dans le nord du Sénégal, à Saint-Louis. Alors pour ce qui concerne les grandes missions de la SAED, mais surtout, voilà, disons sa zone d'intervention ou bien ses zones d'intervention, parce qu'on a tendance à penser que la SAED n'intervient que dans le delta du fleuve Sénégal. Présentez-nous davantage la SAED, son fonctionnement et son aire de fonctionnement, d'intervention. Merci M. Kane, merci à toute l'équipe de Kenkeliba. C'est un honneur pour moi et pour toute la SAED d'être vraiment aujourd'hui l'invité de cette émission Kenkeliba qui est du reste très bien suivie. On vous félicite, on vous encourage donc pour ce travail extrêmement important que vous faites donc pour le Sénégal. Alors, je suis à la SAED depuis 1989. Ça remonte beaucoup plus loin d'ailleurs. Voilà, donc la SAED, vous l'avez si bien indiqué tout à l'heure, c'est la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta. C'est vrai, dans un premier temps, le D, c'est le Delta. Parce que tout simplement, quand la SAED a été créée donc, en 1965, ça s'arrêtait juste au niveau Delta. Okay. Donc c'est un peu aujourd'hui le département de Saint-Louis et celui donc de Dagana. C'est plus tard que sa zone d'intervention a été étendue dans le Podor, plus tard dans le Matam et après donc à Bakel, donc au niveau de la Falémé. Donc ce qui fait que nous sommes la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta, des terres de la vallée du fleuve Sénégal et même jusqu'à la Falémé. Okay. Et récemment encore, avec l'accession au pouvoir donc, de son Excellence le président Macky Sall, lors de sa tournée du 26 octobre, je pense, 2014, il a eu à demander donc à la SAED d'étendre sa zone d'intervention dans toute la zone donc, du lac de Guiers. Okay. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on intervient aussi dans des collectivités territoriales de la région donc, de Louga, comme Keur-Momar-Sarr, Sierre, Kamb, Moula, ainsi de suite. Donc, ce qui fait qu'alors on intervient dans plusieurs régions. La région de Saint-Louis, une partie de la région de Louga, la région de Matam et un département dans la région donc, de Tambacounda. Okay. Et notre mission fondamentale, c'est une mission donc de développement des territoires ruraux donc, dans cette zone d'intervention. Okay. Et avec un cœur de métier, la promotion donc, de l'agriculture irriguée. Nous sommes aussi une institution qui est sous la tutelle technique donc, du ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural. Ok. Alors, merci beaucoup donc, pour cette petite présentation donc, des différentes missions de la SAED. Alors, déjà, on sait que le Sénégal mise beaucoup sur la SAED quand même pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, surtout en riz, parce que c'est notre principal denrée de consommation dans ce pays et qui coûte excessivement cher quand même au Sénégal en termes d'importation. Cette année-ci, la crue a été importante dans le delta du fleuve Sénégal. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à des productions records en termes, par exemple, d'emblavure? Est-ce que vraiment le taux est satisfaisant? Oui, pour ce qui est de cette année agricole 2020, 2019-2020, il y a eu quand même des emblavures exceptionnelles qui ont été faites. Si on compare un peu ce qui a été cultivé en saison sèche chaude, la saison sèche chaude, bon, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est la campagne qui démarre donc à partir du mois de janvier jusqu'au mois de mai, mois de juin. C'est ça la saison sèche chaude. Et nous avons aussi une saison d'hivernage, pendant la campagne d'hivernage, qui démarre donc à partir du mois de juin jusqu'à maintenant. Exactement. Et nous avons aussi une autre campagne qu'on appelle la saison sèche froide. Et la saison sèche froide aussi, ça part à partir donc de fin septembre, octobre, pour aller donc jusqu'au mois de mars. Ce qui fait que dans la vallée du fleuve Sénégal, il est possible de travailler 12 mois donc sur 12 en termes donc d'activité agricole. Et pour cette année, pour la saison sèche chaude, c'est vrai, nous avons eu à emblaver des superficies qui ont avoisiné après les 50 000 hectares en riz.
Et l'hivernage qui est en cours, on est aujourd'hui à presque 35 000 hectares, dont à peu près 32 000 hectares donc, en riz. Et pour la saison sèche froide qui concerne les cultures de diversification, la tomate, l'oignon et les autres spéculations, on était presque à 19 000 et quelques hectares. Alors si on met tout ça là ensemble, on est presque à 105 000, 106 000 hectares donc, emblavés donc, au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Et si on fait effectivement l'historique de la mise en valeur depuis que la SAED existe jusqu'à présent, c'est pour la première fois qu'on a eu donc à atteindre donc ce niveau. Donc en ces termes, on peut dire quand même c'est un record. Et en réalité, on devrait aussi s'attendre donc à des productions aussi records. Seulement, vous l'avez dit, il y a eu des phénomènes exceptionnels auxquels donc la vallée a été confrontée. Bon, le Sénégal de manière globale, mais la vallée aussi plus particulièrement. Les plus exceptionnels. La crue et aujourd'hui la pandémie de la Covid-19, mais aujourd'hui aussi avec une infestation donc, de rats, une invasion extraordinaire donc, de rats et une pullulation donc, d'insectes piqueurs-suceurs qui sont aujourd'hui en train quand même de gâter donc, une très bonne partie donc, des superficies. Peut-être que donc, nous reviendrons sur ces aspects-là. Et c'est l'occasion d'en parler tout de suite là, pour que ça ne se refroidisse pas. Voilà, alors, donc, par rapport à cela, qu'est-ce qui a été déployé comme moyen par la SAED pour faire face donc, à ce péril-là? Oui, pour ce qui concerne donc la crue, et les plus exceptionnelles, c'était quand même un peu difficile. Nous avons essayé de mettre à la disposition des agriculteurs qui étaient en tout cas impactés, des groupes motopompes pour pouvoir donc pomper, pour certains. En dehors aussi de cela, je pense que l'État aussi, le président Macky Sall, avec cette Covid, il y a eu quand même un impact négatif, parce que comme vous savez, la vallée, pendant la période de récolte, on a beaucoup de main-d'œuvre qui viennent donc des autres régions du Sénégal et même des autres pays pour venir donc faucher, faire donc les travaux champêtres, récolter et battre le riz. Alors cette main-d'œuvre n'a pas pu se déplacer. Ce qui fait que donc le président a eu à prendre une importante mesure avec donc le ministre de l'Agriculture, professeur Moussa Baldé, pour doter la vallée donc de moissonneuses-batteuses adaptées, c'était des moissonneuses-batteuses à chenilles, pour permettre donc de pouvoir récolter donc même quand il pleut. Alors ça nous a permis donc de régler un certain nombre de problèmes, mais malheureusement il y a eu quand même des superficies qui n'ont pas pu être récoltées parce que la pluie est tombée, donc et le riz a été donc gâté. Alors et pour ça ça concernait après une superficie presque de 2500 hectares. Ça c'est un aspect. Pour ce qui est de cette campagne qui est en cours, nous avons été confrontés donc à ces problèmes, bien sûr aussi de pluies exceptionnelles qui ont inondé des périmètres qui devraient donc aller en campagne. Malheureusement, les gens n'ont pas pu faire la façon culturelle. C'est ça qui fait que donc on a eu des superficies qui ont diminué. Mais aussi, ce qui était plus grave, c'est cette invasion donc de rats que nous n'avons pas connue depuis, je peux dire, quand j'ai interrogé les gens depuis les années 74-75. Et aussi une pullulation aussi donc d'insectes piqueurs-suceurs. Je pense que vous les avez même vus. Donc même à Dakar, les gens en un certain moment, ils n'allumaient pas leur lumière, ils éteignaient avant que voilà, ce sont ces insectes-là qui ont envahi les champs de riz. Et c'est des insectes très dangereux parce que quand le riz donc a un état pâteux, c'est-à-dire là où il y a le lait, donc ils sucent. Ils sucent tout et voilà, ils enlèvent tout, ce qui fait que quand vous récoltez, vous n'avez pas de riz, vous avez juste donc des panicules qui sont vides. Bon, des produits, nous en avons eu à acheter, à mettre ça donc à la disposition de la DPV. Mais malheureusement, vu l'ampleur donc du phénomène, c'était extrêmement difficile donc de juguler ça. Et aujourd'hui, donc, les dégâts sont plus ou moins estimés, en tout cas pour ce qui concerne cette campagne d'hivernage, à la date du vendredi passé, donc à presque 5139 hectares donc, qui ont été donc affectés. Donc à l'espace, je veux dire, de moins de 2 semaines, les dégâts ont évolué donc de moins de 250 hectares, aujourd'hui à 5139 hectares. Et les recensements sont en train de se poursuivre et on verra donc comment la chose va évoluer. Koumba? Merci Alioune Badara. Alors, M. Sow, moi j'ai vu que l'une de vos principales missions, c'est l'aménagement, l'exploitation et la modernisation. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite estimation de ce que vous avez eu à faire dans ce domaine-là? C'est bien de parler des autres zones où vous intervenez et des spéculations. Il y a d'autres spéculations parce que beaucoup de personnes pensent que le SAED, c'est le riz et c'est le nord. Oui. Alors qu'il y a d'autres, vous avez parlé de tomates, c'est bien de le préciser. Mais qu'est-ce qui explique justement cet état de fait que les gens pensent tout le temps que le SAED, c'est le nord, à votre avis, vous qui avez gravi presque tous les échelons au niveau de cette société? Ce qui fait que les gens pensent tout le temps au riz
et au nord, quand on parle de Saïd, et à quand l'autosuffisance en riz? Merci, vous avez posé beaucoup de questions, des questions très complexes. C'est vrai, c'est une mission d'aménagement. Oui. Ce qui fait que nous avons une mission donc, de développement, comme j'ai dit, des territoires, avec comme cœur de métier la promotion de l'agriculture irriguée. Et nous avons deux fonctions essentielles. Une fonction de maîtrise d'ouvrage déléguée pour le compte de l'État et une mission donc d'appui aux acteurs. Et les acteurs, quand on parle ici des acteurs, c'est les collectivités territoriales, mais c'est surtout aussi les professionnels donc, de l'agriculture et les autres partenaires. Et là, dans la première fonction donc, de maîtrise d'ouvrage déléguée, nous sommes chargés pour le compte de l'État de réaliser tout ce qui est infrastructure hydro-agricole, c'est-à-dire les aménagements hydro-agricoles. Nous les réalisons, toutes les infrastructures hydrauliques, nous les réalisons, que ce soit les pistes et tous les autres, donc, je peux dire, donc, infrastructures, en tout cas d'accompagnement, qui doivent accompagner donc, la production. Et à ce niveau, donc, on peut dire au niveau de la vallée, on est aujourd'hui presque à plus de 125 000 hectares donc, aménagés sur, bien sûr, on parle d'un potentiel qui fait 240 000 hectares. Mais vu sous cet angle-là, on fait cette comparaison, on va dire presque on est à 50% donc, de réalisation. Mais en réalité, les 240 000 hectares, tous ces 240 000 hectares ne sont pas prévus donc d'être aménagés. Ce qui est prévu dans cela, c'est moins de 200 000 hectares. Parce que il faudrait savoir qu'il y a les habitations. Donc les habitations vont s'agrandir. Il y a des zones aussi qui sont destinées au pâturage du bétail. Il y a des zones qui sont des forêts classées. Et ensuite, quand on enlève tout cela, on verra que donc, ce qui est vraiment aménageable n'arrive pas du tout donc, aux 200 000 hectares. Et alors, donc, il y a cette partie, en tout cas en termes d'aménagement, mais aussi, la SAED, ce n'est pas que seulement les aménagements agricoles. Si aujourd'hui dans la vallée, vous constatez que le taux d'accès à l'électricité est très intéressant, c'est lié aux activités donc, de la SAED. Parce que tous les aménagements que nous avons eu à faire, c'est des aménagements qui sont électrifiés. Et ce qui fait que du coup, on en a profité aussi pour électrifier aussi les villages dans nos différents programmes. Parce que quand on arrive dans une localité, on fait un aménagement, on regarde aussi dans cette localité-là quels sont aussi les autres problèmes qui se posent en termes d'accès à l'eau potable, en termes d'accès à l'électricité, en termes d'accès à l'école, en termes d'accès à la santé. Et on essaie alors de voir comment dans nos programmes, ce qu'on appelle le volet accompagnement, réaliser ces infrastructures-là pour vraiment mettre les populations dans de bonnes conditions donc, de pouvoir vivre donc, décemment donc, dans ces localités-là. C'est ça qui fait que dans la vallée, l'accès à l'eau est très intéressant quand vous le voyez comparé aux autres parties du Sénégal. L'accès à l'électricité et même le désenclavement. Il y a pas mal de pistes que nous avons eu à réaliser, pas mal de ponts que nous avons aussi à réaliser. Je vous dis des ponts, qui partent d'agriculture. Bon, quand je vous dis pont, vous allez peut-être vous dire comment. Mais on le fait aussi pour pouvoir vraiment désenclaver donc les zones de production. Actuellement, par exemple, à Matam, on a presque 5 ponts qui sont en train donc d'être réalisés. Plus aussi d'autres volets, que ce soit des forages, que ce soit des postes de santé, que ce soit donc des écoles. C'est des choses donc que nous réalisons. L'autosuffisance en riz, je pense que l'autosuffisance en riz, donc on l'a entamé depuis, le président Macky Sall a lancé ce programme-là donc depuis qu'il est arrivé donc au pouvoir. En 2014, il y a eu donc le PSE et le PRACAS était donc un volet extrêmement important. Et dans le cadre du PRACAS, il y a eu donc le PNAR, le programme national donc d'autosuffisance en riz qui a été lancé. Et je pense que nous sommes sur la bonne marche. Et il faudrait peut-être voir le Sénégal en 2014 ou bien même 2012. Où est-ce qu'on en était par rapport donc à la production de riz? Où est-ce que nous en sommes donc aujourd'hui? L'objectif qui était fixé, en tout cas en 2014, c'était donc d'arriver à l'autosuffisance en riz en produisant après 1 600 000 tonnes, 600 000 tonnes donc de paddy, c'est-à-dire de riz brut. Et en ce temps, le Sénégal était à quelle production? On était à moins de 450 000 tonnes. C'est ça la réalité, de manière globale. Et aujourd'hui, on est presque à 1 250 000 tonnes. Vous voyez quand même qu'il y a quand même des marges de progrès extrêmes. En son temps, vous savez, les besoins aussi évoluent en fonction de la population. En son temps, c'était 1 600 000. Peut-être qu'aujourd'hui, donc, c'est plus que ça parce que la population sénégalaise a augmenté. C'est ce qui fait que l'autosuffisance, en réalité, quand on dit qu'on le fixe pour une période bien donnée, donc c'est plutôt dynamique. C'est ça. C'est plutôt en réalité, dynamique. Parce que c'est en fonction de la consommation et en fonction aussi donc, de la population. Donc on voit qu'il y a des progrès importants qui ont été faits. Et je pense que si on continue dans cette tendance haussière,
Donc 2023, je pense bien que donc, on évaluera et je pense bien que donc, on atteindra, Inch'Allah, cet objectif-là. Les autres spéculations. Et les autres spéculations, voilà. C'est vrai que quand on parle de la vallée, les gens ont tendance toujours à penser effectivement au riz. C'est vrai, c'est la première spéculation quand même. C'était là. C'est la première. Je pense que quand on a créé la SAED, c'était vraiment un objectif de production de riz. Mais au fil du temps, il y a eu quand même d'autres spéculations qui sont arrivées. La tomate. Nous en faisons presque plus de 2000 hectares par an. On alimente donc presque toutes les industriels qui se trouvent ici, que ce soit la Sokas, Tagamul Food, la Linguère, et ainsi de suite. L'oignon, on a fait presque plus de 8000 hectares d'oignons. Nous faisons aussi du gombo, nous faisons de l'arachide, nous faisons donc du maïs, nous faisons donc de la patate douce, nous faisons donc du manioc, plus d'autres spéculations. Et vous avez vu les agro-business, les plus grands agro-business au Sénégal qui travaillent donc dans l'exportation des produits agricoles se trouvent presque dans la vallée du fleuve Sénégal, surtout au niveau de la zone donc autour de Saint-Louis. Rapidement. On parle beaucoup, dans le PAP 2, qui est le plan d'action prioritaire pour la relance de l'économie, on parle beaucoup de l'agriculture qui occupe une place primordiale. Alors, j'avais suivi qu'on avait demandé la suppression des primes fixes sur l'électricité. En quoi cette suppression peut aider justement les producteurs? Merci, vous avez parfaitement raison. C'est lors donc de la validation du PAP 2A que le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, a pris cette mesure extrêmement importante. Et une mesure qui répond un tout petit peu à une demande forte donc, des agriculteurs de la vallée du fleuve Sénégal depuis qu'ils ont eu à exprimer depuis donc, un certain nombre d'années, à savoir la suppression de la prime fixe. Et à cela, le président a ajouté même la suppression même de la TVA non récupérable donc, sur les intrants, qui sont donc deux mesures extrêmement importantes pour les agriculteurs, qui va rendre beaucoup plus donc, compétitif donc, le prix donc, du panier. Vous savez, la production de riz, les charges pour la production d'un hectare de riz, le coût de l'électricité, c'est presque 30%. C'est extrêmement important. Et vous savez, au Sénégal, nous sommes de gros consommateurs de riz. Aujourd'hui, si vous voulez augmenter le prix du riz, même si c'est 1 franc, les Sénégalais vont râler. Alors c'est un problème. Alors que les coûts de production sont chers. Et c'est ça qui fait que cette mesure importante de suppression de la prime fixe et donc de suppression aussi de la TVA va permettre aux agriculteurs donc d'avoir des marges beaucoup plus intéressantes. En même temps aussi, ça va permettre aussi à d'autres aussi qui veulent investir dans l'agriculture donc de pouvoir venir et de maintenir aujourd'hui le prix du riz aux consommateurs donc au prix auquel donc nous sommes actuellement. Alors la question du partage des eaux en tout cas du fleuve Sénégal reste un sujet sensible, c'est normal, hein, c'est lié à la sensibilité de la question de l'eau. Alors comment la SAED travaille-t-elle déjà avec l'OMVS, l'organisme qui s'occupe un peu du contrôle de la répartition donc de ces ressources-là en eau, mais aussi dans notre pays frontalier, la Mauritanie, hein, qui fait face au Sénégal, mais aussi dans le cadre de la lutte contre ces périls-là que représentent les oiseaux granivores et aussi ces rats-là. Donc voilà autant de questions sur lesquelles normalement il devait y avoir des passerelles entre le Sénégal et la Mauritanie via la SAED bien sûr. Tout à fait. Donc par rapport à la question liée à la gestion de l'eau, la gestion de l'eau donc au niveau du fleuve Sénégal, c'est l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, l'OMVS. L'OMVS, donc un organisme où le Sénégal est membre. Et au niveau de la SAED, nous participons donc à la commission permanente des eaux, qui se réunit donc de manière très fréquente donc, annuellement. Et au niveau de cette commission permanente des eaux, la SAED participe pour aller là-bas défendre les besoins en eau de la partie sénégalaise. Comment le barrage de Manantani doit être géré, comment le barrage de Diama doit être géré, pour qu'on puisse avoir donc un plan d'eau qui nous permette vraiment d'avoir un bon service, donc une bonne qualité plutôt du service donc de l'eau, pour permettre à nos périmètres donc de pouvoir irriguer donc normalement. Et à ce niveau, il faut le dire, nous remercions quand même l'OMVS parce qu'il écoute la SAED par rapport donc à ses besoins. Et à chaque fois, nos besoins ont été satisfaits comme donc on l'a souhaité. On n'a jamais eu de difficultés par rapport donc au problème de l'eau au niveau du Sénégal. C'est vrai, en période sèche, avec le barrage de Manantani, le barrage ne met en service, on le met en service pour les besoins de l'électricité. Et c'est le débit qui est turbiné, donc qui passe au niveau du fleuve Sénégal. Et souvent, quand on a des demandes assez fortes, on a certaines difficultés. Mais à chaque fois qu'on a eu à faire une demande à leur niveau, ils ont quand même augmenter donc des lâchers pour pouvoir donc satisfaire les besoins du Sénégal. Donc à ce niveau vraiment il y a moins de problèmes. Par rapport maintenant à la pression aviaire, voilà. La gestion donc la lutte conjointe
on le fait, parce que nous sommes quand même une zone frontalière. Mais absolument, parce que les oiseaux n'ont pas de frontières. Les oiseaux qu'on voit dans la vallée, le matin, ils peuvent le soir aller dormir donc en Mauritanie. Vice versa. C'est ce qui fait que depuis quelques années, cette lutte, c'est une lutte donc conjointe. Même l'année passée, le Sénégal a eu à travailler avec la Mauritanie, le ministère de l'Agriculture mauritanienne, pour donc mettre à disposition son avion qui nous a permis donc de faire les traitements. Et à ce niveau, il me plaît aussi de dire ici, le chef de l'État aussi a pris une mesure importante en demandant au ministère de l'Agriculture donc d'acquérir son propre avion pour qu'on puisse aussi être autonome par rapport donc à la pression aviaire. Ça veut dire que nous pouvons bien sûr travailler avec la Mauritanie pour vraiment juguler donc ce phénomène-là. Cette année, vous l'avez rappelé, il y a eu quand même d'énormes pertes. Vous avez apporté des éléments de réponse et des solutions. Il y a quelques questions également sur notre page Facebook. Alors, Mamadou Camara qui nous regarde ce matin et qui dit bonjour à toute l'équipe. Monsieur le directeur, il faut penser, dit-il, aux agriculteurs du département de Podor. On rencontre beaucoup de difficultés. Podor, c'est oui, chez moi. Vous, mais bon, est-ce que la SAED intervient jusque là-bas? Si. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour... le fait de dire quand même qu'il faut penser aussi aux agriculteurs de Podor pour les difficultés. Moi, je suis déjà de Podor. Je sais que Podor, c'est vrai, aujourd'hui quand même, quand on regarde la vallée, en termes de potentialité hydro-agricole, Podor est le département qui recèle beaucoup plus de potentialité en termes donc de superficie à aménager, en termes même de ressources, en termes donc de ressources en eau. Nous avons le fleuve Sénégal, il y a le Doué, il y a le Galenka, il y a le Gayo, et celui-ci, donc il y a de l'eau donc en permanence. Et les superficies qui sont aujourd'hui aménagées sont moins à peu près de 30 000 hectares sur donc un potentiel qui dépasse même peut-être les 100 000 hectares. Donc c'est pour dire quand même qu'il y a une marge de progrès extrêmement importante en termes donc d'aménagement et d'amélioration même du foncier irrigué au niveau des familles. Parce que nous avons beaucoup de familles qui ont des superficies qui sont très petites, de 25 arts, de 15 arts, et ça ne suffit pas vraiment pour pouvoir donc nourrir la famille et en même temps aussi avoir des revenus conséquents. Et à ce niveau, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des programmes d'aménagement aujourd'hui de la SAED en termes de nouvelles créations de périmètres irrigués s'orientent donc vers le département de Podor et la région de Matam. Parce que déjà le delta, c'est presque fini le potentiel. Donc nous savons aussi qu'à Podor aussi, nous avons des périmètres aujourd'hui qui sont très fatigués, je veux dire des périmètres qui sont dégradés. Et là aussi, nous avons des programmes importants avec la BOAD pour réhabiliter 3600 hectares donc, au niveau de Podor. Peut-être que son village est concerné. Il y a d'autres programmes avec l'Agence française de développement qui concernent donc l'île Amorphile. Nous avons aussi des programmes que nous sommes en train donc, de formaliser donc, avec la JICA pour réhabiliter le périmètre de Ndiawar, que quelqu'un a donc souligné tout à l'heure, tous les périmètres donc, qui se trouvent donc dans la zone de Madina Pété, dans le Saldé, dans l'arrondissement de Kaskas. Donc c'est pour dire vraiment qu'on a d'importants programmes que nous sommes en train aujourd'hui de concevoir et destinés donc à Podor pour améliorer vraiment l'assiette aménagée et les superficies. Il y a un de vos promotionnaires qui vous a reconnu, c'est notre ami Samba Guissé qui vous dit félicitations, mon cher ami Aboubakry Sow. Bon, vous aviez un petit surnom qu'il a ressorti. Non, c'est pas la bonne. Je ne le dirai pas, non, je ne le dirai pas, non. Non, je l'ai lu, non. Ça restera entre vous, moi et lui. Je suis devenu grand maintenant. Oui, vous avez pris du poids. Vous avez pris du poids entre-temps. On imagine. Et puis, il y a Alioune Badara qui est là aussi. Donc, ça va, ça équilibre. C'est Alioune Badara qui devrait porter ce nom-là. Il va le porter maintenant. Un promotionnaire de la faculté des sciences, un géant des sciences, dit-il. Question ce matin de notre ami Momarba qui demande si la SAED intervient à Kédougou parce que, dit-il, bon, il y a le fleuve Gambie et Falémé. À Kédougou, c'est la Sonagri qui intervient là-bas. Très bien. Voilà. C'est qui s'approche donc du directeur général de la Sonagri. Voilà. Alors, autre question, bon, vous y avez peut-être un tout petit peu répondu tout à l'heure, c'était le téléspectateur qui parlait de sa localité également, mais en répondant, Ndiawar, tout à fait, vous avez répondu à cela. Et puis Lamine Ndiaye, j'ai reçu votre message, il me l'a envoyé au moins 2 fois. Il nous regarde ce matin depuis Ziguinchor, il est agent à la Sénélec, il souhaite une excellente journée à toute l'équipe. Merci de nous regarder. Alioune, si tu as une dernière question, on est à 3 minutes de la fin du magazine. J'en ai, par exemple, voilà la première question. Comme dans votre ère d'intervention se trouvent beaucoup de communes, surtout avec la victoire de la décentralisation, en termes d'appui, qu'est-ce que la SAED leur apporte
au-delà de sa vocation première, qui est d'aménager. Absolument. Donc, il faudrait peut-être à ce niveau dire qu'avant même que son Excellence le Président Macky Sall ne mette en place l'acte 3 de la décentralisation, qui a un tout petit peu consacré la communalisation donc, intégrale, et qui a fait aussi donc, qui a fait son cheval de bataille, donc la territorialisation donc, des politiques publiques. La SAED a tout le temps intervenu, apporté son appui donc, aux collectivités locales, devenues maintenant aujourd'hui collectivités territoriales. Cela, ça date donc de 1996. Parce que comme vous savez, quand on parle d'aménagement hydro-agricole, agriculture irriguée, c'est le foncier. C'est la ressource foncière, c'est l'eau. Donc la gestion donc, du foncier. C'était donc un enjeu extrêmement important, ce qui nous avait amené alors à aller vers les collectivités territoriales pour leur apporter un appui dans la gestion foncière dans un premier temps. Et nous avons eu à concevoir un certain nombre d'outils qu'on a appelés les plans d'occupation et d'affectation des sols, les PAOS. Plus tard, il y a eu la charte donc, du domaine irrigué qui a été validée donc, sous forme d'un arrêté primatorial. Et actuellement, donc, nous avons ce qu'on appelle donc, le CIFL, un système d'information foncier. Et tous ces outils permettent aujourd'hui à ces collectivités territoriales d'avoir une bonne vision donc, de leur territoire, le foncier qu'ils ont donc, dans le domaine national, et comment ce foncier donc, est utilisé, pour éviter en tout cas ces conflits qu'on a connus, ces problèmes donc, souvent d'affectation d'une portion de terre à plusieurs personnes. Aujourd'hui, les outils dont on a doté donc, les collectivités permettent vraiment de régler donc, tous ces problèmes-là. Et aujourd'hui, avec l'acte 3 de la décentralisation, ça fait aujourd'hui des collectivités donc, vraiment le cœur du développement, parce que tout le développement doit être porté donc, par ces collectivités territoriales. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la SAED a réorienté aussi sa mission, ses fonctions, en mettant comme porte d'entrée aujourd'hui donc les collectivités territoriales pour la définition des politiques donc, de développement des territoires. Et là, ça porte ça en termes donc, de bras techniques de ces collectivités locales pour aller chercher les financements, réaliser ces infrastructures pour le développement économique donc, de ces collectivités territoriales. Merci beaucoup. Merci beaucoup, directeur général. Donc, Monsieur Sow, donc, le directeur général donc, de la SAED. Vous nous avez vraiment fait l'honneur d'être sur ce plateau pour revenir avec nous sur tout le travail extrêmement important que la SAED est en train d'abattre. Et le Sénégal, voilà, je ne cesse de le rappeler, compte beaucoup sur cet instrument-là que la SAED pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. En tout cas, bonne continuation. Merci encore. Et bon retour sur Saint-Louis. Merci beaucoup. Voilà.